Bonjour et bienvenue à votre édition dominicale de cette semaine d'Endautré, édition du 14 avril 2024. Aujourd'hui, une version écourtée. Nous avons trop de programmation à vous présenter concernant les conseils municipaux, donc l'émission durera seulement une demi-heure. Au menu aujourd'hui, justement, des rappels des conseils municipaux de Saint-Ignace de Loyola, de Sainte-Geneviève de Berthier et une entrevue avec M. Yves Perron. On vous rappelle qu'à tous les jours, vous avez accès à notre bulletin de nouvelles à compter de 18 heures pour suivre l'actualité en temps presque réel. Sur ce, bonne écoute. 4.1. Déficit du financement fédéral de l'infrastructure par rapport à la croissance démographique. Attendu que le Canada connaît actuellement une croissance démographique record avec 1,25 million de personnes nouvellement arrivées au pays dans la dernière année seulement, attendu que la Société canadienne d'hypothèques et de logement, selon eux, nous devons bâtir au moins 3,5 millions de logements supplémentaires d'ici 2030 et que les municipalités doivent améliorer ou fournir des infrastructures pour absorber cette croissance. Attendu que selon les estimations de la FCM, le coût des infrastructures municipales requis s'élève en moyenne à 107 000 $ par logement. Attendu que selon Statistique Canada, le coût associé à la remise en état de l'infrastructure municipale existante atteint environ 170 milliards de dollars. Je vous fais grâce de 3-4 attendus. Il est proposé et appuyé et résolu que le gouvernement fédéral collabore avec les municipalités et les signataires de l'entente afin que le Fonds pour le développement des collectivités du Canada demeure une source de revenus directs, fiable et pérenne pour les priorités locales en matière d'infrastructure, que le gouvernement s'engage à intégrer au budget 2024 une nouvelle vague de programmes en matière d'infrastructure et qu'une copie de cette résolution doit être transmise aux personnes suivantes. À la vice-première ministre du Canada, Mme l'honorable Chrystia Freeland, au ministre du Logement et de l'Infrastructure des collectivités, l'honorable Sean Fraser, au ministre des Transports du Canada, Pablo Rodriguez, au ministre des Finances du Québec, M. Éric Gérard, à la ministre des Affaires municipales, Mme Laforêt, à notre député, Mme Caroline Proulx, au député de la circonscription Berthier-Masquinongé, M. Perron, au président de la Fédération canadienne des municipalités, Scott Pierce, et au président de la Fédération québécoise des municipalités, M. Jacques Demers. Un proposeur, M. Bordeur, M. Soulière propose, M. Laferrière seconde, Guy Sévère, accepté à l'unanimité. On passe en 4.2, avis de motion sur le projet de règlement numéro 621-2024, modifiant le règlement numéro 621-2021, ayant pour objet d'édicter de nouvelles normes, de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. C'est un avis de motion. M. Guy Cloutier donne l'avis de motion. En 4.3, dépôt et présentation du projet de règlement, modifiant le règlement qu'on vient de parler, ayant pour objet d'édicter des nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable. M. Cloutier dépose le projet de règlement. Un dépôt. On passe ensuite en 6.5, prise de champ. Nouvelle disposition. Considérant le règlement numéro 621-2021 concernant l'utilisation de l'eau potable est actuellement en vigueur. Considérant que la municipalité souhaite modifier le règlement numéro 621-2021 ayant pour objet d'édicter de nouvelles dispositions concernant l'utilisation de l'eau potable de manière à préciser les modalités d'arrosage et d'irrigation agricole et qu'à cet effet, une avis de motion a été donnée et que le dépôt du projet de règlement 621-2024 a été fait lors de la séance tenue le 9 avril 2024. Considérant que la municipalité a pour objectif de régir l'utilisation de l'eau potable en vue de préserver la qualité et la quantité de la ressource, considérant l'article 7.15 du règlement 621-2021 prévoit qu'il est strictement interdit d'utiliser l'eau potable pour l'irrigation agricole à moins qu'un compteur d'eau ne soit installé sur la conduite d'approvisionnement et que la municipalité l'ait autorisé. Considérant que le gouvernement du Québec a mis en place la stratégie québécoise d'économie d'eau potable,
Considérant que l'eau potable desservie sur le territoire de la municipalité de Sainte-Geneviève est fournie par 2 municipalités voisines et que celles-ci demandent de réduire notre consommation d'eau potable, proposé appuyer résolu que la municipalité établit ce qui suit concernant les propriétés desservies par une prise de champ. À savoir que pour l'ouverture de la prise de champ et l'installation du compteur d'eau, le propriétaire doit faire la demande de la municipalité. Les compteurs d'eau devront être installés de façon permanente sous la terre. Les frais relatifs à l'installation des compteurs d'eau seront aux frais des propriétaires, et ce pour chaque prise de champ utilisée. Le tout conformément au règlement de taxation en vigueur. À défaut par le propriétaire d'autoriser l'installation d'un compteur souterrain, l'installation d'irrigation de prise de champ sera fermée de façon permanente. Les frais relatifs à cette fermeture seront aux frais du propriétaire, le tout conformément au règlement de taxation en vigueur. Et aucune nouvelle installation pour l'irrigation agricole ne sera permise. C'est clair? Pas de commentaire. On proposait M. Cloutier. Je m'en attendais avec M. Burel. Tout le monde est d'accord? Accepter à l'unanimité. En point 10, on a 10.1 en loisiriculture, on a 10.1. Les tirs du Nord demandent de commandite. Considérant que la municipalité a reçu une demande de commandite pour les tirs du Nord qui tiendra sa 3e édition de tir de tracteur le 27 juillet 2024, considérant que selon la résolution portant numéro 2023-05-101, la municipalité de Sainte-Geneviève a remis pour le dit événement une somme de 2 500 $ et qu'une demande de reddition de compte a été demandée dans les 90 jours suivant l'événement, considérant que la requête d'obtenir une reddition de compte n'a pas été respectée, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité ne donne pas suite à cette demande. Proposé par M. Burel, secondé par M. Cloutier. Léo, d'accord? D'accord d'accepter à l'unanimité. Dans le fond, c'est dans le but de réduire la consommation d'eau potable, tout simplement. Aussi, on peut en parler tout de suite, mais il s'en vient un autre règlement. On va resserrer les normes sur l'arrosage des gazons, les arrosages automatiques, on va tout resserrer ça. Il faut absolument diminuer notre consommation d'eau potable. Vous savez, on n'est pas autonome en eau potable. Les deux municipalités avoisinantes, Sainte-Élisabeth et Berthierville, nous fournissent en eau potable. Puis on a des contrats de signés avec eux autres, là. Mais dans la politique ministérielle de consommation d'eau potable, le ministère nous demande de tout faire pour réduire la consommation. C'est ce qu'on fait. Puis depuis des années, on a réduit beaucoup. On a beaucoup réparé notre circuit. Puis on a presque plus de fuite. Là, on va vérifier aussi, on a des compteurs partout à Sainte-Geneviève, vous savez. Tous les consommateurs ont un compteur, contrairement à d'autres municipalités qui n'ont pas compte. Puis on veut tout vérifier. On va vérifier combien on paye d'eau et combien on en consomme en partant. Et s'il y a une recherche, on recherche toujours des fuites. Il y en a qui sont vraiment difficiles à trouver. Mais on veut établir combien on a de fait par rapport à. On a des compteurs partout. Puis, en faisant des prises de champ. C'est un peu ça. Les prises de champ, ça fonctionnait juste l'été. Pour faire une histoire courte, la prise de champ, c'était pour abreuver les animaux dans le champ. Et les agriculteurs, il y en avait, à partir de la prise du chemin, on avait la prise qu'on pouvait fermer, puis ouvrir l'été, puis fermer pour l'hiver, parce que l'hiver, il n'avait pas besoin dans le champ. Puis là, le compteur l'été, on le met là. Mais on met le compteur à l'extérieur. Puis lui, il peut s'en servir dans son étable, dans ses bâtiments. Mais puis à l'automne, il faut aller l'enlever. Puis là, on fait ça 2 fois par année, là, le mettre pour aller l'enlever. Puis à l'automne, on ne peut pas le laisser. Évidemment, il est hors sol, il va geler. Puis là, on fermait la valve, puis on enlevait le compteur. On ne veut plus faire ça. Fait que, on veut mettre un compteur sous terre qui va être à l'épreuve du gel, avec des capteurs qu'on va. Nous autres, on n'aura pas besoin de descendre, de creuser à 3 ans, mais avec un capteur extérieur, on va pouvoir prendre le compteur, on va laisser le compteur là à l'année, dans le but d'économiser du temps en et surtout que s'ils en prennent même l'hiver, il va être comptabilisé. 14.
Annulation du protocole d'entente daté du 30 avril 2015 entre la fabrique de la paroisse Saint-Ignace de la paroisse de Saint-Laurent et la municipalité de Saint-Ignace de Loyola. Pourquoi ça va faire une entente? Parce que, depuis que l'entente a été signée, la fabrique n'a jamais respecté l'entente. Elle n'a jamais payé ce qu'elle devait payer. Elle n'a jamais donné à la municipalité toutes les activités, à toutes les dates qu'elle devait faire dans l'année. On n'a jamais rien vu de ça. Puis en plus, ben, pour nous autres, il faut vraiment qu'on sortisse de là avec la chose pour qu'on puisse aller chercher au possible de 65 % de subvention sur on rénove l'Église. Puis il faut que l'Église devienne comme la laïcité, la loi du gouvernement. Puis dans la loi, c'est dit que si la fabrique veut continuer à faire des messes ici, il va faire le caillou. Moi, j'ai eu du beau avoir au téléphone avec elle, puis le curé, il m'avait bien dit qu'eux autres, ils pourront pas payer. Je suis obligé de nous. Ben, on m'a fait à l'entente. On ne pense pas qu'on les empêche de venir faire la messe encore le dimanche, tant que les rénovations, si jamais il y a des rénovations qui se font, je ne ferai pas commencer. Donc, ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Michel Bertin, à ma droite, à ma gauche. Étude de caractérisation des berges du Saint-Laurent, Laurentide, le 9e policier, excusez-moi. C'est que, considérant la protection des berges du Saint-Laurent, le 9e policier procédera à une étude de caractérisation des berges. Considérant que les frais de 1920 engendrés pour la réalisation de cette étude sont à la charge de la municipalité de Saint-Ignace de Loyola, il est proposé sur compter. Il est résolu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola est favorable à cette étude de caractérisation et autorise la dépense de 1920 $. C'est pas rien pour Saint-Ignace. Il y a le monsieur qui va faire l'étude. Ils vont faire l'étude, si je ne me trompe pas, tout dans le secteur vertier. Je pense qu'on va voir de la Lanoraie, aller jusqu'à Saint-Barthélemy, puis toutes les municipalités ont embarqué pour le montant de 1920 $. Et qui est cette personne? C'est M. Pierre Bertin. Pierre Bertin, c'est ça. Fait que ça me prendrait un proposeur. M. Christian Valois, M. Pierre Bertin, à ma droite. D'accord. À ma gauche. D'accord. 13. Promesse d'achat d'un immeuble situé au 145 chemin de traverse. Attendu que la municipalité de Saint-Ignace de Loyola désire se porter acquéreur de la bâtisse située au 145 chemin de traverse à Saint-Ignace de Loyola. Attendu qu'une offre d'achat a été déposée, négociée et acceptée par le vendeur et l'acquéreur au montant de 425 000, le tout conditionnel à une inspection. Attendu qu'une inspection professionnelle de la bâtisse sera effectuée avant la signature du contrat notarié. En conséquence, il est proposé, ce compter, et résolu que la municipalité approuve le montant négocié et les frais qui seront encourus pour l'inspection professionnelle à être effectuée. C'est en tant que pour l'affaire, inspecteur professionnel, mais aussi il faut que ce soit, on va dire, avec qu'on ait la subvention du gouvernement. Dans le prochain qui est de 65 %. Oui, soit on a eu la lettre, mais ça va être à confirmer. Ça, c'est l'ancienne caisse populaire? Oui. Ça me prendrait un proposeur. M. Michel Bertin, M. Christian Valois, à ma gauche. D'accord. À ma droite. D'accord. Monsieur le maire, c'est bien conditionnel, la subvention de 65 %. Oui. Confirmé. Ça, c'est maintenant, ça fait bien ça. Bien ça. Là, je te parlais de budget, mais je vais te relancer, je vais te parler un peu. On a fait beaucoup état ici au provincial du déficit extrême puis haut, mais on s'attend encore qu'au fédéral, il y ait encore un déficit. Là. On est vraiment abonné au déficit. Là. Ben, il y a eu beaucoup de dépenses au fédéral, mais il faut se souvenir qu'il y a à peu près la moitié de nos impôts qui sont à Ottawa, puis il n'y a pas la moitié des responsabilités. Oui, c'est ça. Mais... Donc, les autres, ils ont du lousse. Ils ont du lousse. Et quand on parle du déficit de Québec de 11 milliards, c'est beaucoup d'argent, 11 milliards. Mais si on fait juste le transfert en santé qui est dû au Québec de 6 milliards, on vient de régler un problème. 5 milliards. Ils ont juste si on fait le calcul du 1 milliard que le fédéral nous doit dans les dépenses qui ont été encourues pour les demandeurs d'asile, vous savez que le Québec reçoit comme 60 %, 75 % des demandeurs d'asile de tout le Canada. C'est 10 territoires, 10 provinces, 3 territoires. Là. C'est très inéquitablement réparti. Ils nous doivent 1 milliard pour ça.
Fait que 7 milliards. Ça veut dire que si le gouvernement Legault, puis je ne veux pas défendre le gouvernement provincial nécessairement, mais s'il était sorti avec un déficit de 4 milliards, je pense pas que tout le monde aurait, ça serait inquiété au point où on s'inquiète présentement. Okay. Fait que la différence est là. Donc, ils nous doivent de l'argent. Ils nous donnent de l'argent. Puis on continue de le demander. Puis là, il y a eu une annonce sur la santé. On a gagné un petit bout. On a gagné presque 1 milliard. Un petit bout. 900 millions. C'est un petit bout. Selon les fédéraux, on devrait être content. Nous, on n'est pas content parce qu'on n'a pas reçu 1/6 de ce qu'on demandait. Fait qu'on veut... Rendez-nous notre butin. Non, mais c'est ça, mais... Il y en a qui a déjà dit ça. Mais qu'est-ce que je veux dire par rapport à ça, sans qu'on regarde ça aussi, on peut s'attendre encore qu'il y ait des déficits. Je pense pas du jour au lendemain. Ah, assurément. Assurément, là, on peut s'attendre... Dans le contexte actuel, avec les taux d'intérêt, tout ça, c'est sûr que oui. Okay. Puis il y a des mesures quand même qu'on a besoin. On a besoin aussi de ne pas abandonner les citoyens du jour au lendemain non plus. Il ne faut pas camper dans des coupures, dans une austérité budgétaire épouvantable. Fait que je pense qu'on peut s'attendre à ça. Mais je vais te relancer sur quelque chose que peut-être c'est moi qui n'est pas correct, puis tu as le droit de me relancer. Mais, tu sais, comment je pourrais dire ça? Les fonds de pension, je dirais avantageux. Je comprends que les gens sont comme fatigués puis ils disent à 60 ans, 65 ans, je suis capable de partir, je suis capable d'aller chercher ma retraite, puis que 10 minutes après, ils se font réengager comme consultants, on paye 2 fois. Je sais pas, je te pose une question. Ça c'est vrai dans l'entreprise privée aussi. Oui, mais moi, je fais un cas. Tu sais, quand tu me parles d'expertise... Mais si les gens se sont gagnés une retraite, tu sais, moi j'étais un prof au secondaire, j'en ai connu beaucoup des gens dans le monde de l'éducation qui ont été enseignants un bon nombre d'années, après ça direction d'école, après ça conseil pédagogique. Puis à un moment donné, ils prennent leur retraite, puis ils restent consultés. Il y avait des mais ça n'enlève pas de l'expertise, ça c'est pas justement... C'est des gens qui travaillent, en fait, c'est comme ils deviennent un peu des temps partiels. Tu sais. C'est parce qu'Arrive-Can, c'est pas l'exemple de ça aussi, à un moment donné. Que ça, je ne connais pas le détail de ça, mais c'est une bonne question. Mais en général, c'est un peu normal dans le marché du travail dans lequel on est. Ouais. Qu'on est en pénurie de main-d'œuvre, c'est normal aussi que les gens soient retenus sur le marché du travail un peu. T'sais. Et puis les gens, quand ils arrivent à la retraite, puis ils peuvent prendre la retraite, ils n'ont pas le goût de travailler 60 heures. Non, je comprends. Mais ils vont faire un 20, 25. Moi, en tout cas, mais c'est une discussion intéressante qu'on a là. On pourrait y réfléchir. Non, mais tu sais, je sais pas. Je pense que c'est important que la personne qui part à la retraite elle soit remplacée. Oui, qu'il y ait un remplacement. Qu'il y ait la période de transition. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. Ça, la période de transition est importante. Puis ça, c'est une autre raison pour augmenter les pensions à 65 ans. Tu vas me trouver que je fais du chemin. Non, mais c'est ça. Non, mais... Moi, j'ai visité plusieurs entreprises privées là, où un travailleur de 65 ans qui me disait, là, M. Perron, moi, j'ai apprécié ma retraite. Je l'aurais pris ma retraite, mais je vais m'ennuyer chez nous. C'est ça. Je sais pas quoi faire. Moi, j'aimerais ça venir travailler 2 jours. Puis là, j'ai calculé, on m'a fait les calculs. Puis si je viens travailler 2 jours, je vais venir travailler gratuitement parce que je vais le payer en impôts. En impôts, puis si on veut que les gens de 65 ans travaillent plus longtemps, moi, je le dis souvent, puis j'ai une belle porte pour le dire encore. Ben, c'est pas ça, là. Augmente la pension à 65 ans parce qu'il y a des gens, on n'a pas tous eu la même chance dans la vie. Puis j'ai de la misère à pas venir émotif quand je parle de ça. Parce que j'ai géré mon père en fin de vie comme mandataire, là, puis mon père, il avait de l'argent, il avait une belle pension, c'est Canadien national. Là. Ouais. Mais souvent, t'as obligé de faire une grosse dépense. Puis nous, on était capable. Oui. Et à chaque fois que ça m'arrivait, je me disais, mais bon Dieu, les gens qui vivent supplément de revenus garantis, ils font quoi? Je suis entièrement d'accord avec toi. C'est ça révoltant dans une société riche comme la nôtre qu'on ne s'occupe pas de notre monde, tu sais. Ça n'a pas de bon sens. Fait que augmentons les pensions à 65 ans. Puis si l'objectif de ne pas l'augmenter à 65 ans, c'était de garder les gens au travail, on peut-tu leur donner un crédit d'impôt? Ouais, il commence à travailler à 25 ans, il arrête à 65, ça fait 40 ans qu'il en paye. Il a payé, là. Ouais. Il a du payé, il n'a pas payé. Ouais. Puis tu sais, si tu s'en vas chez eux puis ils ne travaillent pas parce que ça coûte trop cher d'impôts, on a-tu plus de revenus d'impôts? Tu sais, non. On peut-tu être intelligent? On dirait que l'intelligence, ça, c'est difficile à avoir au niveau de la législation. C'est ça que je te... C'est pas tout le temps populaire non plus, hein, de prendre des bonnes décisions intelligentes pour dire, ben dans 5 ans, on va être correct, parce qu'il n'y a pas de mérite politique qui va avec ça. On est dans le cercle vicieux des mandats de 4 ans, où les gens veulent des mesures spectaculaire pour pouvoir annoncer. Tu sais. Puis pouvoir être élu, puis le dernier mois, la dernière année, c'est l'année des... Et pouvoir dire, moi j'ai fait ça, regardez, j'ai fait ça. C'est ça. J'ai fait ça. Le gars qui a planifié, tu sais, il n'y a aucun maire qui va être élu dans la gloire parce qu'il a entretenu son réseau d'égouts et d'aqueducs. Puis il a augmenté les taxes. Tu peux-tu t'attendre? Je sais qu'au niveau provincial, ils ont comme régularisé là, la situation de beaucoup de gens qui perdaient leur rente du Québec quand ils atteignaient 65 ans. Tu penses-tu qu'on va avoir ce cadeau-là aussi, ceux de 65 ans, se faire indexer, s'améliorer? Ben, nous, si c'est pas là, je ne peux pas te dire qu'on va l'avoir.
mais c'est dans nos demandes depuis 4 ans. On exige, on claironne, on a un projet de loi qui a passé l'étape du comité, qui a été voté unanimement au comité. Là, pour les gens à la maison, le comité, c'est un groupe restreint de députés qui représentent en proportion les partis politiques représentés à la Chambre des communes, qui vont discuter à ce moment-ci en fond sur les questions. Puis de façon beaucoup plus constructive que ce qu'on peut voir dans le Parlement. De façon plus intelligente, j'ai le goût de vous dire. Surtout de ce temps-là. Fait que, mais pas tout le temps. Parce qu'il m'est arrivé quelque chose hier. Mais en tout cas, on s'en parlera. Et ça a passé unanime. Ça veut dire que les libéraux dans le comité... On dit oui. Ils ont dit oui. Fait que si tu transposes ces votes-là à la Chambre, ils vont dire oui. Parce que la problématique avec ce projet de loi-là, c'est qu'en théorie, un projet de loi privé, on ne peut pas exiger du gouvernement ça ne peut pas entraîner une dépense du gouvernement. On n'a pas le droit de faire ça. Et là, ça entraîne une dépense. Donc, il faut que le gouvernement donne son accord. Là, on peut le passer. Mais en théorie, on devrait avoir l'accord. On se croise les doigts. Mais si c'est pas là, le Bloc québécois, on va voter contre le budget s'il n'augmente pas les pensions à 65. Bon. Il n'y a pas juste moi qui dis ça. François Blanchet dit ça. On dit ça. Puis c'est notre ligne. Il n'y en a pas question, nous autres, on défend notre monde. On va parler un petit peu d'Arrivcam, je vais te revenir après ça, justement, des projets de loi. Arrivcam, c'est un gros fiasco. Écoute, 75 000 d'augmentation de coûts, c'est de dépassement de coûts, c'est surréaliste. Mais ça, là, c'est la tendance générale du Canada, du gouvernement fédéral, qui se désengage et qui se décharge de ses responsabilités. On décharge au privé. On donne des sous-traitances. Fait que les fonctionnaires ne connaissent plus rien, on dirait. On a l'expertise professionnelle de la fonction publique. On claire le monde, on claire le plan, après ça, on donne des contrats. Donc là, je connais quelqu'un qui a un contrat, fait que je vais lui donner un contrat. Là, on découvre que l'entreprise qui a le contrat, c'est un chalet, puis l'adresse, c'est le sous-sol d'un bungalow. Pas de bon sens. Puis là, cette entreprise-là a donné le contrat à d'autres entreprises qui ont donné le contrat à d'autres entreprises. Mais ils reviennent avec la chaîne. Puis l'expertise, on l'a pas. Puis la preuve, c'est que l'application a-tu déjà bien roulé? Non, c'est ça. Fait que c'est ça. Il faut redresser la fonction publique, puis il va falloir... Là, je te parle plus globalement, là, pour le fédéral, Québec, mais en général, il y a une tendance négative vers la privatisation des connaissances et de l'expertise, puis ça, je pense que c'est un grand danger pour nos populations. Collectivement, on a la responsabilité de se conserver une expertise. Quand c'est un ingénieur privé qui va inspecter un chantier de construction d'un pont, pour le compte du gouvernement, puis il dit c'est correct, moi, je pense qu'on devrait avoir des ingénieurs capables de faire ça. Oui. Je te reviens juste rapidement sur le C282. Oui. Je suis fatigante, là, mais c'est important. Fatigante, c'est très important. Bon. On est au Sénat toujours. Ça n'a toujours pas bougé, mais là, on a eu une belle séance d'information lundi dernier. On a invité tous les sénateurs avec 3 spécialistes. Donc, en commerce international, en gestion de l'offre, puis en constitution. Donc, Patrick Taillon, Daniel Turc, puis Daniel Mercier-Gouin, qui sont venus expliquer, pas Daniel Mercier-Gouin, Maurice Doyon qui est venu. Et des 3 profs d'université neutres qui sont venus exposer qu'est-ce que c'était la gestion de l'offre et c'était quoi le projet de loi, ça impliquait quoi. Puis là, avec un constitutionnaliste qui nous a dit oui, on peut adopter cette loi-là parce qu'on se fait dire des fois qu'on ne peut pas. Puis avec ensuite des gens qui s'occupent du commerce international, Daniel Turc, pour dire oui, il y a plein de pays qui protègent des secteurs comme ça, puis ça ne les empêche pas de signer des ententes commerciales. Puis après ça, quelqu'un spécialisé en gestion d'offres pour répondre à toutes les questions de fond. Pourquoi il faut que le système reste stable pour qu'il continue à fonctionner. Ça se fait à bénéfice. Mais on a beaucoup de travail à faire. Il y a beaucoup de corridors, ça passe pas aux nouvelles, là, mais dans chaque réception qu'on va à Ottawa, je vois un sénateur, je m'en vais jaser avec. Puis on les invite tous à nous rencontrer, on fait des rencontres en individuel. C'est un peu comme qu'est-ce qui se passe avec la politique américaine quand ils tentent de faire des lois ou passer des choses, puis que là, il y a, pour avoir vu à un moment donné, en tout cas, des bureaux du président, d'aller rencontrer les sénateurs. Le Sénat peut bloquer des trucs. Nous autres aussi, ce qui est particulier, c'est que le Sénat, c'est très différent de la Chambre des communes. Là. Moi, je pensais que je savais c'était quoi, puis je savais pas c'était quoi. Ça n'a pas marché, bon. Non, mais pas que ça n'a pas marché, mais ça fonctionne pas du tout comme la Chambre des communes. Un projet de loi rentre, on a un certain temps, puis à un moment donné, il va y avoir 1 heure de débat là-dessus. Puis là, ceux qui veulent intervenir vont intervenir. Les sénateurs, ils ont le temps, eux autres. Le Sénat, c'est ad lib. C'est n'importe quoi, n'importe quand. Un sénateur peut arriver dans le Parlement aujourd'hui, puis moi, je parle du projet de loi qu'on a parlé il y a 6 mois. C'est aujourd'hui que je fais ça. Puis il parle là-dessus.
Puis il peut dire, moi, le projet de loi, c'est le 82, c'est la gestion d'auto, je veux parler là-dessus, mais je suis pas prêt. Fait que je vais en parler dans 1 mois et demi. Fait que comprenez-vous que là, le projet de loi, il est là depuis le mois de juin. Il a été voté à la Chambre des communes depuis le mois de juin. Il est arrivé. C'est pas vrai, c'est un peu malhonnête de dire qu'il est au Sénat depuis le mois de juin. Et on l'a voté, nous, la dernière journée du mois de juin. Ça veut dire qu'il est arrivé au Sénat fin septembre, début octobre. Pour la voiture de la session. Ouais, pour qu'il commence à travailler. Mais là, on est fin mars. J'aimerais ça qu'il y ait un comité maintenant. Octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, on est dans 6 mois. Il peut rester là 1 an si on. Ça se peut, là. Je ne dis pas que c'est ça qui va arriver. Non. On n'a pas de signal que quelqu'un voudrait le bloquer. On a des doutes, certaines personnes, mais on n'a pas de signal. Puis je ne veux pas commencer à lancer d'accusations parce qu'on sait ça. Mais on ne prend pas de chance. On rencontre les gens. Puis on aimerait ça que ça progresse rapidement. Mon espoir, c'est de le faire sortir avant juin. Là, toutes les fois qu'on se rencontre, je te dis tout le temps, moi, mon objectif, c'est juin. En septembre, je l'ai dit à Noël. Puis là, je suis rendu. Oui. On se fixe des objectifs, tu sais. Bonjour Yves, ça va bien? Bonjour Daniel, ça va très bien. Bonjour tout le monde. Bon, c'est ça. Juste avant qu'on commence l'entrevue, tu m'as dit que tu étais allé enseigner ce matin à l'Irébillette. Je te prends sur le fait que tu es allé enseigner la démocratie. C'est quoi tu es allé faire? C'est ça. En fait, moi, je suis allé prendre une bière avec des anciens collègues à leur partie de Noël avant les fêtes. OK. Puis moi, ça me manquait, l'enseignement. Ben oui. Je m'ennuie pas. J'aime ce que je fais, mais j'aimais beaucoup ça. Et en temps les fêtes, je disais à mes anciens collègues, je disais, invitez-moi dans vos groupes. Je vais y aller, leur expliquer c'est quoi le travail d'un député. C'est dur à rentrer dans l'horaire, mais là, on a réussi ce matin. J'ai fait les 2 périodes de ce matin avec des jeunes de l'adaptation scolaire. C'était vraiment le fun. Vraiment, vraiment agréable. Puis ils étaient très attentifs, puis ils veulent comprendre qu'est-ce qui se passe. Puis ils connaissent pas ça, ou à peu près pas, quand j'arrive là. Puis ça démystifie un peu la fonction. Oui, c'est ça que je trouve important de faire. Oui, peut-être des futurs députés, peut-être des futurs premiers ministres, peut-être des futurs maires, mairesses, peut-être n'importe quoi. Puis c'est ça qu'un peu que je t'allais leur expliquer. Là, ça a l'air impressionnant, un statut particulier, mais c'est tout de suite, mais c'est du monde comme vous et moi, puis si vous les rencontrez, puis jaser avec, vous allez vous rendre compte qu'ils ne sont pas meilleurs que vous, peut-être même moins bons. Fait que vous pouvez tous faire ça, puis travailler pour l'amélioration de la vie. C'est un peu ça le message. Bon, c'est un peu les structures. Évidemment, dans 1h15, on ne peut pas faire le tour au complet, là, mais c'est bien le fun.